La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Nous échangeons chaque minute 38 millions de messages dans le monde. Vous vous rendez compte? 38 millions de messages. Alors aujourd'hui, je reçois Anthony Mahé pour lui demander si ce volume a un impact sur notre charge mentale et donc derrière sur notre santé mentale. Vous allez voir, Anthony va nous parler de cloche, d'écologie, de politesse, de bulle de l'attention, mais tous ces mots regroupés et mis ensemble prennent beaucoup de sens avec une question fondamentale. N'avons-nous pas joué aux apprentis sorciers en déployant des outils sans nous soucier des règles du jeu pour les utiliser? Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anthony, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast Stop à la charge mentale. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire qui vous êtes? Oui, bonjour, donc je suis Anthony Mahé, donc je suis sociologue, spécialiste des questions du numérique, de l'économie de l'attention, et je travaille pour le cabinet Eranos, je suis associé et directeur de la connaissance, et Eranos, justement, on est un cabinet qui utilise les sciences humaines pour décrypter les marchés pour les entreprises, afin de les aider dans leur transformation, que ce soit sur leur marché, que ce soit en interne du point de vue RH. Alors, quand on regarde, quand on vous cherche un peu sur Google, vous avez un titre qui est beaucoup plus romantique, je trouve. Vous êtes sociologue de l'imaginaire. Oui. C'est quoi ce sociologue de l'imaginaire? En fait, on considère que la façon dont on se comporte vis-à-vis de, par exemple, par rapport au digital, par rapport au monde du numérique, c'est que on a des représentations. Et en fait, nous, on s'intéresse justement à la façon dont les gens se représentent les choses, construisent des récits, parce que dans les représentations, il y a du rationnel, il y a du non rationnel, et que on ne peut pas supposer que les gens s'approprient des objets tels que le numérique sans y ajouter un peu de dimension un peu magique, un peu ou alors un certain nombre d'idées reçues, des croyances, des peurs, des angoisses, etc. Et en fait, nous, notre rôle avec l'imaginaire, c'est d'essayer de s'intéresser justement à la façon dont on mélange un petit peu des choses justes et scientifiques et réelles avec des choses qui sont plus de l'ordre de l'angoisse, du subjectif, de crainte, de peur, et on retrouve de nombreux archétypes, souvent ce qu'on appelle des archétypes, c'est-à-dire des choses qui sont dans l'imaginaire collectif depuis des siècles et des siècles, et qu'on va retrouver, actualiser dans des objets très contemporains. Ce que vous voulez dire, en fait, si je traduis, c'est qu'un smartphone, c'est pas juste un smartphone, c'est autre chose. Non, un smartphone, c'est avant tout un objet et un moyen de communication. Et les façons qu'on a de communiquer et la façon dont on s'y prend pour communiquer, elle est inscrite justement dans des règles sociales, dans des normes en réalité, dont on ne prend pas forcément conscience, et que ça vient actualiser tout à coup des nouvelles tensions, des manières d'échapper, des manières d'échapper à la règle. Et on voit par exemple avec les smartphones que mettre cet objet entre les gens, c'est pas sans incidence. C'est-à-dire que les gens vont se détourner de certaines règles qui avaient été pourtant édifiées de certaine façon dans les conversations ordinaires, dans la vie quotidienne, etc. Et tout à coup, voilà, ça vient un peu bouleverser ce qu'on appelle l'ordre social, c'est-à-dire la façon dont les choses se déroulent, font notre vie, hein, et voilà. Et donc, ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits, ça peut créer des nouveaux problèmes. Et on va essayer d'identifier justement là-dedans la façon dont un nouvel objet vient tout à coup transformer ce qui était parfaitement établi jusqu'ici, quoi. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de règles qu'on transgresse avec nos smartphones, de règles établies qui sont transgressées? Ouais, mais typiquement, si on va sur le sujet de la question de l'attention, on a un moyen de communication qui est autour de la question de la sollicitation. La sollicitation est un sujet important parce qu'en fait, on connaît depuis des siècles un des plus grands moyens de solliciter les gens et de faire communauté autour de ça, c'est faire sonner les cloches.
savez, c'est faire sonner les cloches dans une ville, les cloches de l'église ou la sirène d'une mairie, par exemple. C'est quelque chose d'extrêmement codifié, d'extrêmement normé, qui est toujours discuté. Il y a beaucoup de procès. Les néo-ruraux dans les campagnes qui sont pas contents d'entendre la cloche Mm. de l'église sonner, etc. Donc on voit que ça dérange. Et c'est intéressant parce que le téléphone, de ce point de vue-là, ben, si on fait la comparaison entre la façon dont on utilise les cloches très réglementées, c'est le maire de la ville qui a la seule autorité pour donner l'autorisation de faire sonner les cloches. Et avec le numérique, on a ces petites cloches de YouTube, ces petites cloches de notification, qui en fait sont complètement aujourd'hui débridées. C'est-à-dire ça sonne à n'importe quelle heure, n'importe comment, etc. Et c'est intéressant de voir, particulièrement avec les smartphones, que d'une certaine façon, c'est comme si à tout moment de la journée, des gens faisaient sonner les cloches de l'église en permanence pour des personnes en particulier, et la façon dont on utilise ce moyen de communication, donc les notifications, les applis, les emails, les messages, etc. C'est comme si on se mettait à faire sonner toutes les cloches à tout moment de la journée, sans aucune structure, sans aucune règle. Donc, ce qui a changé, par exemple, avec le Ouais. numérique en termes de règles, c'est que on se permet de faire sonner les cloches, entre guillemets, à n'importe quel moment, alors que jusqu'ici, ça avait été extrêmement et rigoureusement codifié. Ouais, je comprends. Alors, une de vos expertises porte sur l'économie de l'attention. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'économie de l'attention? Oui, l'économie de l'attention, c'est un terme qui a apparu justement avec un économiste qui s'appelle Herbert Spencer, qui faisait en fait le constat que euh, on a un modèle économique en fait qui est beaucoup tourné vers la publicité et la communication, et qu'à un moment donné, avec les moyens technologiques de diffusion, on allait de plus en plus pouvoir diffuser et répéter des messages. Et l'économie de l'attention apparaît à partir du moment où il y a un tel niveau, un tel volume d'informations en circulation, que la capacité d'attention, c'est-à-dire qu'en face, il faut des gens qui ont un cerveau et qui sont capables de trier l'information, de trouver les points saillants, de s'approprier toutes ces informations, etc. Et on est arrivé à un point de rupture assez rapidement dans les années 90-2000, particulièrement avec l'explosion du digital, où en réalité, on a beaucoup plus de volume d'information que de capacité d'attention disponible. Et à ce moment-là, il y a une économie de l'attention parce que en réalité, ce qui compte, c'est de réussir à capter l'attention d'un public pas dans un volume et dans un bruit, dans un brouhaha même, on pourrait dire, numérique, et qui fait que la valeur véritablement aujourd'hui sur les plateformes numériques, etc., c'est de réussir à aller capter cette attention. Et on met tout en œuvre dans cette économie, justement, en termes de design, en termes d'applications, en termes d'outils numériques, etc. On met en place des choses pour réussir justement à attirer l'utilisateur qui est assailli d'informations de partout, pour l'attirer vers soi. Donc l'économie, c'est cette compétition pour capter le peu de temps de cerveau disponible, Mm. comme on parlait le patron de TF1 à une certaine époque, qui reste. Ce qui veut dire que cette économie pour capter mon attention, elle va être contributrice de ma charge mentale parce que j'ai déjà dans ma tête des tâches de fond qui est tout ce que je dois faire et Bien en sûr. plus mon cerveau est sollicité par l'extérieur et distrait finalement par l'extérieur et les deux se mélangent dans ma tête. Oui, en fait, c'est ça. On a d'un côté donc une compétition pour l'attention qui a généré donc le fait que tout le monde veuille communiquer, prenne ce droit de communiquer. Et donc du coup, on a on a sailli de messages, d'emails, de notifications. Voilà, c'est 38 millions de messages, 18 millions de SMS, 187 millions de courriels chaque minute quand même dans le monde. Donc Chaque on a minute. Ah oui, chaque j'allais vous minute. demander c'est quoi là? Chaque minute. C'est ça Ah le oui. volume. C'est 38 millions de messages. Voilà, donc ça veut dire que un individu moyen, il y a différentes études qui mesurent ça, mais on reçoit 150 notifications par jour en moyenne. Donc c'est toujours cette petite cloche qui nous fait, ou cette petite vibration qui nous dit, ouais, on aurait quelque chose qui est censé nous intéresser. Et en fait, on est coupé très régulièrement dans notre quotidien. Donc on a un quotidien qui est très haché en réalité, et particulièrement avec l'émergence des smartphones. Parce qu'en toute situation, on se retrouve à être sollicité, à recevoir ce son de cloche ou cette petite vibration qui nous sort de là où on est. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la crise de l'attention.
Il y a une sursollicitation qui fait qu'à un bout d'un moment, on n'arrive plus à se plonger profondément dans des moments de concentration. On a du mal à trouver ce qu'on appelle des bulles d'attention, qui sont très importantes, notamment pour la santé de notre cerveau. Et donc, on est haché. Et évidemment, ce qu'on avait oublié, c'est qu'en plus de ça, il y a déjà évidemment, le cerveau, il est pas vide quand il reçoit tous ces messages. Il y a déjà un certain nombre de charges. Voilà, il y a pas de neutralité au départ. Et donc, on a un contexte de surchauffe qui vient s'ajouter à la charge mentale, la charge sexuelle, la charge contraceptive. Voilà, il n'y a pas de point mort. Donc, ces tâches de fond Mm. invisibles, plus ou moins importantes, voilà, voilà, on a montré justement que, et particulièrement pour la question de la charge mentale des femmes aujourd'hui, qui est très discutée, cette charge cognitive, etc., que quand on vient solliciter quelqu'un, et c'est là où on voit que les entreprises, les marques, etc., ont dit oh, ça ne coûte rien de solliciter. Puis après tout, chacun se débrouillera comme il le souhaite pour. Voilà, pas personne. Je n'oblige personne à m'écouter. D'une certaine façon, c'est ce qu'on se dit. Mais en réalité, ce qu'on vient, c'est rajouter une couche supplémentaire à toutes ces charges. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, des spécialistes qui vont des neurosciences à l'économie, à la sociologie, etc., on se dit là, il y a crise d'attention. Il y a crise d'attention parce que c'est trop. On est dans un volume inédit de messages en circulation aujourd'hui, de sollicitations, et ça pose réellement un problème, en particulier avec des enjeux de santé. D'accord. Et est-ce que, parce que on entend beaucoup dire aujourd'hui que nous sommes tous moins attentifs, mais quand je vous écoute, c'est pas que je suis moins attentive, c'est que je suis beaucoup plus sollicitée. Oui, oui, on parle effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues je dirais pas enfin, il y a beaucoup de controverses, en tout cas, sur ces questions on serait en train de perdre notre capacité d'attention. Je pense pas qu'on est en train de perdre notre capacité d'attention. Personne n'a été capable de mesurer ça, en réalité. Il y a ce mythe du poisson rouge dont on parle, où on dit, on se rapprocherait du niveau d'attention du poisson rouge. En réalité, personne n'est capable non plus de mesurer le taux d'attention d'un poisson rouge, etc. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. Il y a énormément de fausses informations ou d'informations très approximatives qui se veulent scientifiques sur ces questions-là. Et je pense pas que le débat, il a pas lieu autour de on a moins d'attention qu'avant. C'est surtout qu'on a plus d'informations à traiter qu'avant. Et il est là le réel problème. On est plus sollicité qu'avant parce qu'on n'a pas réussi à délimiter, créer des brides ou des soupapes pour mieux contrôler justement la façon dont on sollicite les gens. Et si j'ai bien compris ce que j'ai lu en préparant cet entretien, de votre point de vue, il y a plusieurs types d'attention. Oui, ça aussi, c'est quelque chose, et c'est une autre façon de répondre à votre question précédente, c'est de se dire, on perd pas d'attention, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on a un volume d'informations qui, en fait, s'adresse à surtout un seul régime d'attention. Il faut avoir à l'esprit que l'attention, en gros, elle fonctionne sur 4 types de régimes. C'est assez simple à comprendre. Et il y a le régime qu'on appelle, et c'est Dominique Boulier, qui est un sociologue spécialiste de la question, qui les a mentionnés et décrits. Il dit il y a un régime qui s'appelle l'alerte. L'alerte, c'est la notification, c'est l'information flash, c'est le truc un peu sensationnel, c'est le truc qui fait irruption, breaking news, etc. C'est le truc qui tout à coup surgit et devrait donc du coup nous accaparer. Donc ça, c'est une manière d'attirer l'attention, c'est alerter. C'est la fonction des cloches aussi, on parlait tout à l'heure. Quand on fait sonner une cloche, en général, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Ouais, on fait pas ça juste pour s'amuser. Et le problème, c'est que, et on le voit bien, c'est que quasiment, il y a une aspiration d'un grand nombre, je ne dirais pas l'intégralité, mais d'un grand nombre de messages de communication qui sont sur ce régime d'alerte. En fait, on pense que communiquer, c'est alerter. Il faut que ça surgisse immédiatement. Il faut que, par un design, par le son, etc., il faut que, poum, on fasse irruption tout à coup. Ok, ça, c'est une façon d'alerter. Mais si on ne fait que alerter sur ce modèle-là, vous savez, c'est le mythe de Pierre qui crie au loup. Bah, à force, les gens, ils écoutent plus. Ils disent oui, c'est encore Pierre qui nous dit ça. Et c'est exactement ce qui se passe en réalité pour les marques qui communiquent sur le système d'alerte. C'est que alerter sur le fait qu'il y ait 15% de promotion, normalement, c'est pas une alerte, quoi. Et je pense qu'on a confondu justement et surmobilisé ce régime-là. Il en existe d'autres, justement, et c'est en ça que l'attention, elle n'est pas en danger de ce point de vue-là. Ce qui est en danger, c'est de tout mettre sur l'alerte.
Et les autres, c'est très simple, c'est la capacité de projection. Il faut donner à la projection, régime de projection, c'est donner la possibilité aux gens de réfléchir. Donc, c'est donner un document où on prend le temps un petit peu de se projeter, de réfléchir, de calculer, de penser au passé, etc., pour essayer de réfléchir. Donc, ça, c'est la concentration. Demander un petit peu aux gens de se concentrer, et c'est ce que font très bien les écoles, par exemple. On demande aux élèves je pense qu'aujourd'hui, il faut quand on se sollicite aussi entre les gens, les marques vis-à-vis de leurs consommateurs ou au sein des entreprises, donner des possibilités aux gens de se solliciter, mais pour se concentrer aussi. Voilà. Et ça, c'est important. Notre cerveau, il a besoin de réfléchir comme ça. Il y a aussi l'immersion. On a découvert avec la vidéo et le jeu vidéo aussi, par exemple, c'est des processus d'immersion. C'est pas être inactif que de regarder une vidéo. On a ces vieilles idées reçues sur on est passif devant un écran, etc. Pas forcément. Il y a des situations, par exemple dans un jeu vidéo, on est en immersion et l'immersion, c'est une forme d'attention, c'est un régime d'attention. Notre cerveau aussi se développe, et du coup, voilà, c'est une façon de développer d'un point de vue cognitif. Et en fait, c'est aussi la fonction très très simple et très basique du livre. Le livre permet aussi l'immersion, ou un catalogue, ou voilà, de prendre le temps de un petit peu se plonger dans quelque chose. Et le quatrième régime, c'est la fidélité. La fidélité, oui, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un régime d'attention, être fidèle, parce que typiquement c'est l'Église qui a inventé cette forme d'attention. Et on parlait des cloches tout à l'heure, c'est pas pour rien. C'est que justement, euh, euh, la, 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 comment l'Église se rend attentif vis-à-vis de sa communauté, Église ou autre forme de religion, c'est comment on se rend attentif vis-à-vis d'une communauté, comment on la rassemble, comment on la relie. Et c'est par des moments de ritualisation, des rassemblements. Donc voilà, donc on a l'air, en tout cas, on fait venir les gens. Il y a des moments, il y a des rythmes très particuliers, voilà, pour faire vivre une communauté. Et c'est pas déstructuré, c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe comment. Ce qui est très différent justement entre une communauté autour de la fidélité d'une communauté comme Instagram où ça va un petit peu dans tous les sens. Voilà, on parle aujourd'hui beaucoup de communautés sur le numérique. Il faut faire attention. Il y a peut-être des vraies communautés, mais une communauté, elle se caractérise par un rythme très particulier, par de la ritualisation, par de l'itération. Ça se construit dans le temps. Et justement, ça, c'est un des points, en réalité, c'est la question du temps long. Et l'attention, c'est pas que du temps court, c'est pas que du temps saccadé, c'est pas du tout de suite et maintenant. C'est aussi construire dans la longueur, dans le temps long, etc. Et les marques qui pourtant semblent très intéressées par la question de la fidélité, elles ont un petit peu oublié que la fidélité, ça se construit d'abord sur le temps long. Et ensuite, peut-être par des petits systèmes d'alerte, par des moments d'immersion, etc. Je pense qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dérèglement médiatique. On concentre dans la transformation numérique l'énergie de la communication sur les outils numériques parce qu'ils nous paraissent plus rapides, moins coûteux, sans impact, alors qu'ils en ont de l'impact. Ils en ont un impact parce qu'ils sont demandeurs d'énergie, demandeurs d'attention. Donc, c'est de l'extraction d'attention. C'est de l'extraction aussi d'énergie environnementale parce que tout ça, ça fonctionne pas magiquement. Le numérique, ça a un coût et à chaque fois qu'on envoie un email, ça a une empreinte carbone, cet email. Et je pense qu'on a oublié justement que on avait une certaine responsabilité vis-à-vis des médias qu'on utilise. Et c'est la crise de l'attention, pour moi, c'est ce dérèglement médiatique qui fait que par facilité, par confort, on va se focaliser sur l'alerte par le numérique parce que c'est beaucoup plus simple. Mais en réalité, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc ça veut dire que je suis employeur, je veux prendre soin de mes salariés, j'ai intérêt à travailler sur une pédagogie de la communication, c'est-à-dire ce qu'on n'a jamais fait finalement, puisque ces nouveaux outils sont arrivés comme une espèce de génération spontanée. J'ai jamais vu quelqu'un prendre le temps de structurer une pédagogie d'utilisation. Et donc en fait, cette pédagogie de l'utilisation, elle permettrait de prendre soin de ses salariés et elle aura aussi un impact écologique. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important d'avoir cette vision globale des choses. Je pense quand ces outils sont arrivés, effectivement, on a très rapidement pensé que c'était une transition, qu'en fait, on avait des médias avant, et que maintenant, on avait des nouveaux médias qui allaient les remplacer. Que dire, voilà, évidemment que l'email va remplacer le courrier, la lettre, etc.
Et je pense que ça a été la principale erreur, c'est de considérer que ce nouveau média avait la capacité de remplacer stricto sensu les anciens médias. Il ne peut pas pour une très bonne raison. C'est parce que communiquer, c'est pas simplement émettre un message envers un récepteur. C'est pas le message uniquement qui compte, c'est pas son contenu. De ce point de vue, parce qu'on pourrait se dire, bah finalement, je dis la même chose par email ou par courrier ou par SMS. C'est quoi la différence? En fait, c'est très différent parce que l'expérience qu'on fait du média en particulier, elle est très différente et que c'est pas là du tout la même chose, par exemple, de recevoir une lettre par courrier que de recevoir le même contenu Mm. par email. Mm. Pourquoi? Parce que quand je reçois tous ces emails, quand je reçois un email, j'en reçois pas un, j'en reçois plein et que déjà il faut commencer à se concentrer sur comment je vais rentrer à l'intérieur de chacun d'entre eux. À quel moment, puisque à chaque fois que je commence une lecture, je suis déjà happé par quelque chose, par une autre sollicitation, etc. Souvent, on fait ça, on consulte les messages numériques en faisant d'autres activités. Donc, on a cette capacité à chevaucher les activités les unes avec les autres. Je suis dans une réunion, je lis rapidement mon mail tout en écoutant celui qui parle. Donc, on essaie d'être multitasking. Et en réalité, c'est ça qui nous rend malade entre guillemets. On n'est pas multitasking, on n'est pas multitâche. Notre cerveau ne sait pas faire deux choses en même temps, et c'est ça qui va lui donner cette impression de déborder. Et voilà l'erreur qu'on a fait avec ces outils numériques et la pédagogie qu'il faudrait installer. Ce sont des nouveaux médias qui ont une certaine utilité, et je pense qu'il ne faut pas penser que ça a exactement la même utilité que le média d'avant. Donc, il faut penser à quoi ça sert d'envoyer un mail, à quoi ça sert de mettre prioritaire sur l'email, Ouais. etc. Je pense À que quoi c'est ça ça. sert de mettre en copie? À quoi ça sert de mettre en copie? Ça, c'est une grande. Parce qu'en fait, quand on regarde de près, la façon dont on communique, les usages, en fait, ils sont déresponsabilisés. C'est-à-dire, Bien sûr. j'envoie parce Mm. que ça coûte rien. Et en fait, bah, si, ça a un coût, sauf que celui qui va payer, c'est celui qui va recevoir derrière. Il va recevoir et c'est Ouais. à lui de savoir, je suis en copie. Alors, du coup, quel est mon niveau d'implication là-dedans? À quel point je dois y rentrer? Et en fait, c'est ça le problème. C'est pas le message qui est à l'intérieur, c'est de savoir qui je suis dans ce message. Comment je dois m'impliquer à l'intérieur. Et c'est ça qui provoque cette surcharge mentale. C'est-à-dire, tout à coup, je me demande, voilà, on crée des incertitudes parce que la façon dont on échange, particulièrement dans le monde de l'entreprise, les emails, en réalité, on oublie d'impliquer le récepteur dans le message qu'on lui envoie. On lui envoie, point. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, c'est comme si on envoyait un mail à un ordinateur et pas à une personne. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est Et vrai. c'est très facile. Et c'est la même chose pour les plateformes, etc. On poste des choses sans se soucier de savoir si Mm. c'est vraiment Et, important. et en vous écoutant, je me disais que si j'applique à moi, c'est comme si je voulais avoir un délai de réaction qui était proportionnel au temps qu'avait mis le message pour m'arriver. Donc vous avez raison, quand je reçois un courrier par la poste, je le pose sur mon bureau et je vais l'ouvrir dans la journée. Mais voilà, quand je reçois un mail, et bon, je me suis beaucoup soignée, mais quand je reçois un mail, j'ai cette espèce d'impression qu'il faut répondre tout de suite. Ouais. Parce qu'il est arrivé très vite, donc il faut que ça reparte très vite. Et en fait, j'avais jamais factualisé ça, qui est que finalement, je m'impose un rythme sur le mail et que je m'impose moi-même, en fait. Je pourrais décider de répondre plus tard. Je pourrais décider de répondre à tous mes mails le soir, par exemple. Et on va vous remercier pour votre réactivité d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Et évidemment, même sur les mails, par exemple, de réclamation consommateur, voilà, ils sont très frustrés, les gens, quand ils envoient un mail, de ne pas avoir la réponse. Donc, en fait, on a installé en fait cette idée qu'il fallait de l'immédiateté ou de l'instantanéité dans nos échanges. Mm. Ben, il en faut sans doute à certains égards, mais je pense qu'on confond tout et on a tout mis dans le même bateau. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que ça, et la pédagogie, elle vient non pas parce qu'on insiste beaucoup aujourd'hui dans les solutions qu'on imagine, parce qu'on prend conscience de ce problème dont on parle là. Sauf que les réponses sont souvent du point de vue du récepteur. On va l'aider, bon, on va vous aider à mieux gérer vos emails, à gérer votre temps, à vous aménager des choses, etc. Le problème, il est pas tellement là. Enfin, sans doute que c'est toujours bien de le faire, mais c'est surtout du point de vue de comment on sollicite, les règles de la sollicitation. Comme je disais, solliciter, en réalité, ça devrait pas être un acte anodin. Je pense qu'on a complètement banalisé l'idée de solliciter et de faire sonner une cloche.
et que c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui. Et la pédagogie ou les systèmes RH devraient se concentrer là-dessus. Et je pense que parmi les différents types de solutions, il y a à se concentrer sur la diversité des choses. On sait qu'il y a une diversité d'attention. Je pense que pour communiquer, même dans une entreprise, on peut utiliser toutes ces formes d'attention, fidélité, projection, et ça veut dire aussi varier les médias. Donc ça veut dire on mise pas tout sur le mail ou sur la messagerie instantanée de l'entreprise. C'est que il faut aussi par moment choisir du magazine, redonner du papier, des choses comme ça. Pas pour le plaisir du papier, pas parce que je suis je suis pas un défenseur particulier des médias traditionnels ou quoi. Il ne s'agit pas non plus de faire un débat sur l'empreinte écologique. Tout pollue en réalité. La question c'est faire en sorte que on puisse suffisamment varier les médias, y compris la conversation, y compris. Je pense que les gens par facilité envoient un mail alors que leur collègue il est à 2 mètres et que c'était pas une information qui nécessitait de passer par mail. Ouais. Et je pense qu'on a besoin de se redonner des limites, des contextes. Et peut-être que les RH pourraient, les ressources humaines dans leur fonction, pourraient justement essayer de redéfinir ce cadre qui manque, qui est extrêmement lâche aujourd'hui. Et on a plusieurs médias à notre disposition, y compris la rencontre physique. Et je pense qu'on a besoin de tout. Ouais, quand je vous écoute, en fait, je me dis finalement, le mail n'est pas un média de conversation. Non. Et c'est devenu dans les entreprises un média de conversation. Et quand je vous écoute, ce que ça me suggère, c'est finalement, il y a des notions de règles de politesse. C'est vrai que je vais pas appeler quelqu'un à 22 heures, je vais pas aller frapper à la porte d'un bureau à des heures. Et par contre, j'envoie le mail n'importe quand. Et je me dis au moins, mais moi je l'entends, et au moins c'est parti, je me le suis sorti de la tête. Et en fait, ce qu'on se dise pas, c'est que ok, c'est parti, je me le suis sorti de la tête, mais que le fait qu'il puisse exister, je crée autre chose dans la tête de quelqu'un d'autre. Oui, et qui lui va peut-être avoir ce même problème de dire je ne serai pas tranquille tant que j'aurai pas traité ce message-là, parce que des gens sont consciencieux, etc. Et ça va rester une charge justement supplémentaire tant qu'il n'aura pas traité. Donc il va le traiter, et quelle que soit l'heure et quel que soit le jour de la semaine. Et bien sûr qu'on parle du droit à la déconnexion aujourd'hui, donc on voit que ça évolue, mais quand même, on est loin du compte. Et je pense que quand un mail commence à revenir avec 4 ou 5 fois avec des éléments, avec une personne je pense que ça devient de la conversation et en réalité c'est plus le lieu, quoi. C'est plus le lieu. Et ça, c'est des choses que les entreprises doivent aider leurs salariés en fait à comprendre et à mettre en pratique pour prendre soin de tout le monde. Ouais. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Anthony. C'était passionnant. On va essayer d'appliquer chez Lily et puis je vous dirai ce que ça donne. Hein. Mais en tout cas, merci pour votre apport. Et merci à vous. Et à bientôt, peut-être. Hein. À bientôt. Merci beaucoup. La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.